Ma femme pensait que j'étais ruiné. Elle m'a trompé, m'a volé 43 000 $, puis m'a apporté les papiers du divorce pendant que j'étais alité à l'hôpital. Quand elle a découvert mon héritage de 47 millions au tribunal, mon avocat a lâché une bombe qui a tout changé. D'accord, Reddit. La morphine commençait à peine à perdre son effet quand Madison est entrée dans ma chambre d'hôpital avec son avocat. Pas de fleurs, pas de « comment tu te sens ?» Même pas une inquiétude feinte. Juste ma femme depuis 8 ans, portant un haut de marque impeccable, que je n'avais jamais vu auparavant, et un type en costume qui devait probablement coûter plus que notre mensualité d'hypothèque. C'est ainsi que mon mariage est mort dans une chambre d'hôpital. Et comment le karma est revenu en pleine puissance. Je m'appelle Trevor, j'ai 34 ans, et je travaille comme ingénieur civil depuis 12 ans. J'ai commencé dans une entreprise de taille moyenne à Pasadena juste après l'université. J'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chef de projet senior. Un salaire correct, aux alentours de 120 000 $ par an, mais rien d'exceptionnel. La majorité de l'argent partait dans l'hypothèque de notre petite maison de 3 chambres à Glendale, le paiement de mon pick-up et la liste interminable des « nécessités » de Madison. J'ai grandi dans une famille de classe ouvrière. Mon père était plombier. Ma mère était secrétaire dans une école. Ils m'ont appris la valeur du travail et de l'épargne. Nous n'avions jamais beaucoup, mais toujours assez. Mon père disait souvent, « Fils, l'argent n'achète pas le bonheur, mais la dette achète la misère. » Cette phrase est restée gravée en moi. Mon seul vrai hobby, c'était la menuiserie. J'avais un petit atelier dans notre garage, où je passais mes week-ends à fabriquer des meubles, armoires, tables, étagères. J'ai commencé à 16 ans, en aidant mon grand-père dans son atelier. Il m'a tout appris, des techniques d'assemblage aux finitions du bois. L'odeur du bois fraîchement coupé et la satisfaction de créer quelque chose de ses propres mains, c'est une thérapie qu'on ne peut pas acheter. Certains mecs jouent aux jeux vidéo pour se détendre. Moi, je fabrique des chaises. Madison et moi nous sommes rencontrés au mariage d'un ami commun, il y a 9 ans. Elle était magnifique. Cheveux roux, toujours impeccable, travaillant dans les ventes pour une entreprise de solutions technologiques. La connexion a été immédiate. Elle était confiante, ambitieuse, savait ce qu'elle voulait ou du moins, c'est ce que je croyais. On s'est mariés après 1 an de relation. Une petite cérémonie, rien de luxueux. Ses parents ont payé la plus grande partie. Son père possédait un réseau de concessions automobiles et avait de l'argent à revendre. Nous avons emménagé dans la maison de Glendale environ 6 mois après le mariage. J'avais économisé pendant 3 ans pour payer la compte. J'étais immensément fier quand nous avons récupéré les clés. Les premières années, tout allait bien. Nous avions nos routines, marché bio le dimanche, dîner le vendredi dans des restaurants du coin, road trips en été. Madison soutenait ma carrière ou du moins, elle en donnait l'impression. Elle me posait des questions sur mes projets, fêtait mes promotions, faisait semblant de s'intéresser lorsque je parlais de fondation et de calcul structurel. Aujourd'hui, avec le recul, je vois exactement quand tout a commencé à changer. C'était subtil au début, comme de la peinture qui s'estompe. Vers la 5e année de mariage, Madison a été promue gestionnaire de compte dans son entreprise. Soudain, elle avait des dîners avec des clients, des événements de réseautage, des conférences le week-end. Sa garde-robe est passée de « professionnel basique » marque de luxe partout. Elle a commencé à dire que notre maison était trop petite et que le quartier semblait « fait pour ceux qui commencent la vie ». Elle parlait de collègues qui avaient acheté une maison à Manhattan Beach, ou qui conduisaient des Tesla. Le message était clair, je ne fournissais pas assez. Sans parler du fait que je travaillais 50 heures par semaine sur d'énormes projets d'infrastructure, pendant qu'elle vendait des solutions logicielles. Mais le vrai tournant est arrivé il y a environ 18 mois, décembre 2023, pour être précis. C'est à ce moment-là que Madison est devenue une personne complètement différente. Elle a commencé à travailler tard, toujours les mardis, jeudis et vendredis. Elle envoyait un message vers 17h disant qu'elle devait finaliser une proposition ou rencontrer un client. Elle ne rentrait pas avant 22h ou 23h. Parfois encore plus tard. Elle entrait épuisée, prenait un reste dans le frigo et allait directement dormir, sans parler. Au début, je la croyais. Les ventes sont vraiment un boulot éprouvant. Je comprenais. Mon travail aussi avait ses périodes de rush. Mais quelque chose clochait. La manière dont elle évitait mon regard quand on parlait de travail.
Le fait que les histoires sur ces réunions tardives étaient vagues, sans les détails qu'elle donnait toujours avant. En janvier, elle s'est inscrite dans une salle de sport et a commencé à y aller à 5h30 du matin, totalement à l'opposé de ses habitudes. Madison a toujours été une couche tard, se plaignait de se lever avant 8h le week-end, et du jour au lendemain elle est devenue une personne matinale. Elle rentrait à 7h, déjà douchée, rayonnante, parlant de son entraînement incroyable et de l'énergie qu'elle ressentait. Sauf que son sac de sport n'avait jamais l'odeur de la transpiration. Il sentait le savon d'hôtel, le genre cher, des endroits chics. Pas le savon industriel des vestiaires. Ses habitudes avec son téléphone ont également changé. Toujours posée face contre la table, toujours en mode silencieux. Elle attrapait l'appareil dès qu'une notification arrivait et allait dans une autre pièce pour vérifier. Des mots de passe-partout, téléphone, ordinateur portable, même la tablette. Quand j'ai demandé une fois, elle a dit que c'était à cause d'accords de confidentialité de l'entreprise. Et puis il y a eu l'histoire de l'argent, qui a vraiment attiré mon attention. J'ai toujours géré nos finances. Nous avions un compte joint où nos salaires étaient déposés, et je gérais les factures, les investissements et les économies. Madison avait accès à tout. Elle ne prenait simplement jamais la peine de regarder les relevés ou de suivre les dépenses. Ça, c'est ton truc, disait-elle. En février, j'ai remarqué quelque chose d'étrange en examinant nos relevés mensuels. Des retraits en espèces. 200$ ici, 5 cents là, 3 cents dans un distributeur de l'autre côté de la ville que je ne connaissais même pas. Quand j'ai tout additionné, elle avait retiré presque 8000$ en 3 mois. C'est quoi ça, ai-je demandé un soir, en lui montrant le relevé pendant que nous dînions. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Ah, je prends un peu de cash pour les déjeuners et tout. Ma carte n'arrête pas d'être refusée dans un endroit près du bureau que j'aime bien. Cela n'avait aucun sens. Nos cartes n'avaient jamais été refusées. Nous avions un excellent crédit et largement assez de fonds. Et surtout, 8000$ en déjeuner. Cela faisait plus de 2600$ par mois. Personne ne dépense autant en salade à emporter. Mais je n'ai pas insisté. Ce fut ma première erreur. Lui accorder le bénéfice du doute alors que mon instinct hurlait que quelque chose clochait gravement. En mars, je ne pouvais plus ignorer les signes. Les soirées de travail tardives, les matinées à la salle de sport, la nouvelle garde-robe qui continuait à apparaître, les retraits mystérieux, la façon dont elle sursautait presque dès que son téléphone vibrait, tout pointait vers la même conclusion évidente. Alors j'ai fait ce que n'importe quel mari suspicieux ferait en 2025. J'ai attendu qu'elle entre sous la douche, un samedi matin, et j'ai pris son téléphone sur la table de nuit. Je connaissais le mot de passe, je l'avais vu le taper des mois auparavant. 0624, l'anniversaire de sa mère. Le téléphone s'est déverrouillé et mon monde s'est effondré en environ 30 secondes. Des messages avec quelqu'un enregistrés comme « BHWork ». Des centaines, depuis octobre. Je faisais défiler l'écran avec les mains tremblantes, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre. J'ai hâte de te voir jeudi. Même endroit que la dernière fois. Ce que tu fais avec tes mains me rend fou. J'ai dit à Trevor que je travaillerai tard ce soir. On a jusqu'à minuit au minimum. J'ai ressenti une nausée physique. J'ai continué à faire défiler. Je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai trouvé des photos. Madison est un homme que je n'avais jamais vu, allure professionnelle, probablement dans la quarantaine, costume coûteux, sourire confiant. Eux dans des restaurants que je reconnaissais, dans ce qui ressemblait à des halls d'hôtel, dans sa voiture. Sa main sur son visage dans une photo, son bras autour de sa taille dans une autre, les deux en train de s'embrasser dans un parking. L'eau de la douche s'est arrêtée. Rapidement, j'ai pris des captures d'écran avec mon propre téléphone, enregistrant le maximum possible avant qu'elle ne sorte. J'ai remis son téléphone exactement à la même place sur la table de nuit. Quand Madison est sortie de la salle de bain, essuyant ses cheveux, j'étais assis sur le lit en faisant semblant de lire des actualités sur mon portable. « Ça va ?» a-t-elle demandé, remarquant quelque chose sur mon visage. « Oui, juste fatigué de la semaine. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. » Je suis resté allongé à côté d'elle, fixant le plafond, me sentant comme le plus grand idiot de toute la Californie. 8 ans de mariage. J'avais construit des meubles sur mesure pour notre maison, planifié tout notre avenir, lui avais fait entièrement confiance et elle me mentait systématiquement depuis au moins 5 mois, au minimum. Le lendemain matin, dimanche, j'ai appelé un ami de fac, Owen.
Il était passé par un divorce brutal 2 ans auparavant. Il savait exactement comment ce genre de situation fonctionnait. Elle me trompe, ai-je dit pendant que nous prenions un café dans un restaurant près de mon bureau. Nous nous étions rencontrés tôt, avant que Madison ne se réveille. Je lui ai montré les captures d'écran. Owen a tout regardé, la mâchoire serrée. Frère, je suis désolé. C'est lourd. Mais tu dois tout documenter avant de la confronter. Relevé bancaire, registre téléphonique, tout ce que tu peux. Et il te faut un bon avocat, genre, dès maintenant. Je ne sais même pas par où commencer. Je vais te donner le contact de mon avocate, Catherine Miller. Elle est dure, elle connaît la loi californienne comme personne et elle ne plaisante pas. Mais Trevor, ne laisse rien paraître pour l'instant. Continue d'agir normalement jusqu'à avoir tout enregistré. Fais-moi confiance. J'ai passé les 2 semaines suivantes à rassembler des preuves en silence tout en faisant semblant que tout allait bien. J'ai demandé des copies de tous nos relevés des 18 derniers mois. J'ai téléchargé toutes les transactions de la carte de crédit. J'ai pris d'autres captures d'écran chaque fois que Madison laissait son téléphone sans surveillance, ce qui arrivait plus souvent qu'on ne l'imagine. Elle s'était sentie en sécurité. Trop en sécurité. Le tableau financier devenait de plus en plus sombre à mesure que j'avançais. Elle ne se contentait pas de retirer de l'argent récemment. Les retraits remontaient à avril de l'année précédente. Total accumulé, 43 600 $. Plus de 43 000 $ retirés systématiquement de notre compte joint. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a complètement détruit l'estomac. Un relevé d'un compte que je n'avais jamais vu. Il était tombé de son sac de travail quand je l'ai fouillé à la recherche de mes lunettes de soleil, un après-midi. Compte épargne conjoint ouvert en avril 2024. Titulaire, Madison Patterson et Blake Harrison. Blake Harrison. BH Work. J'ai immédiatement cherché le nom sur LinkedIn. Vice-président des ventes chez Maverick Solutions, l'entreprise de Madison. Marié, 2 enfants, vivant à Calabasas, dans une grande maison d'après les photos de son profil. Ce type était son patron. Et ils avaient un compte bancaire secret ensemble. J'ai appelé notre banque pour vérifier les détails du compte que j'avais trouvé. Le relevé indiquait un solde de 43 600 $. Chaque cent retiré de notre compte joint par Madison au cours des 14 derniers mois avait été déposé directement dans ce compte secret qu'elle partageait avec son amant. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une liaison. C'était planifié, calculé, stratégique. Ils construisaient un fonds d'ensemble, se préparaient à quelque chose. J'avais besoin d'un avocat immédiatement. Owen m'avait recommandé Catherine Miller, l'avocate qui l'avait aidé à traverser son propre divorce. Elle avait la réputation d'être minutieuse, agressive quand nécessaire, et redoutable devant les tribunaux. J'ai appelé son cabinet lundi matin et j'ai obtenu un rendez-vous pour mercredi. Le bureau de Catherine était situé au centre de Los Angeles, au 23 étage d'une tour de verre avec vue sur toute la ville jusqu'à l'océan. Elle devait avoir une 50aine d'années, un regard perçant, les cheveux gris tirés en arrière, et une présence qui faisait automatiquement se redresser n'importe qui. J'ai tout mis sur la table de la salle de réunion, l'affaire extra-conjugale, les transferts d'argent, le compte secret conjoint avec Blake Harrison. J'ai montré les captures d'écran, les relevés bancaires, toutes les preuves que j'avais accumulées. Catherine a tout examiné calmement, prenant des notes dans un bloc jaune, une écriture parfaite. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer immédiatement. C'est bien. En fait, c'est excellent pour votre dossier. La Californie est un état de « divorce sans faute », ce qui signifie que l'infidélité en soi n'a aucune importance légalement. Mais la mauvaise conduite financière, elle, compte énormément dans la division des biens et le calcul de la pension. Votre femme a essentiellement détourné des fonds matrimoniaux pour financer une liaison et constituer un patrimoine avec un autre homme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Rien. Pas encore. Ne la confrontez pas. Ne laissez rien paraître. L'effet de surprise est votre plus grande arme, pour l'instant. Combien de temps pouvez-vous maintenir la normalité? Je ne sais pas. Peut-être quelques semaines. C'est dur de faire semblant que tout va bien. Je comprends. Mais c'est crucial. Continuez à documenter chaque retrait, chaque soirée dehors, chaque message auquel vous pouvez accéder en toute sécurité. Plus nous aurons de preuves au moment d'ouvrir la procédure, plus notre position sera forte.
Vous pensez pouvoir faire ça? J'ai hoché la tête. Oui. Je peux. Cette conversation a eu lieu fin mars 2025. J'ai quitté le bureau de Catherine étrangement calme, malgré le chaos qu'était devenu ma vie. J'avais désormais un plan. Je n'étais plus une victime, je préparais ma riposte. Puis, 2 semaines plus tard, début avril, mon oncle Laurence est mort. Oncle Laurence était le frère aîné de mon père. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais eu d'enfant et avait passé toute sa vie à développer son entreprise d'investissement immobilier dans l'Oregon. Nous avions toujours été proches. Il venait nous voir à chaque Thanksgiving, appelait systématiquement pour mon anniversaire, envoyait des chèques généreux à Noël. Un homme solide, travailleur, avec des racines aussi modestes que celles de mon père. Je savais qu'il était malade. Cancer du poumon, stade 4. Mon père était allé plusieurs fois à Portland cette année-là pour l'aider et lui tenir compagnie. Quand il est finalement décédé, ce n'était pas une surprise, mais ça a quand même fait mal. Il n'avait que 68 ans, plein de projets pour une retraite qui n'est jamais arrivée. Les funérailles ont eu lieu un samedi, à Portland. Madison est venue avec moi. Elle a parfaitement joué son rôle d'épouse attentionnée, elle m'a tenu la main pendant la cérémonie, a enlacé mon père, a consolé la famille, a dit à tout le monde combien elle était désolée pour notre perte. Je la regardais jouer, sachant ce que je savais, et je ne ressentais que du dégoût. Cette femme était une actrice de premier ordre quand elle le voulait. Environ une semaine après les funérailles, j'ai reçu un appel de l'exécuteur testamentaire de l'oncle Laurence, un avocat nommé Donald Wright, d'un cabinet à Portland. Trevor, je vous appelle concernant les biens de votre oncle. Vous êtes désigné comme bénéficiaire principal dans son testament. Je pensais que ce serait quelque chose de modeste. Peut-être quelques milliers de dollars à mettre de côté, quelque chose dans ce genre-là. Il l'avait déjà évoqué. C'est bien plus que cela, dit Donald. Votre oncle possédait des propriétés et des investissements très précieux. Après les impôts et les frais finaux, vous allez hériter d'environ 47 millions de dollars. J'ai presque laissé tomber mon téléphone. Je me suis affalé dans la chaise de mon bureau. Excusez-moi, combien avez-vous dit? Environ 47 millions, selon les évaluations finales des biens. Les propriétés seront vendues, ce qui prendra du temps, mais les actifs liquides, actions, obligations, comptes sont en cours de transfert. Vous devriez voir le premier dépôt d'ici 30 jours. Je n'ai rien pu dire pendant quelques secondes. Je suis simplement resté là, à regarder dans le vide. Trevor, vous êtes toujours là? Oui, désolé, c'est juste que, je n'en savais rien. Votre oncle a très bien réussi, Trevor. Intelligent, prudent avec l'argent. Il a investi judicieusement pendant 40 ans. Il voulait s'assurer que vous seriez protégé. Il disait que vous étiez le seul de la famille qui comprenait vraiment la valeur du travail et du fait de construire quelque chose par soi-même. Félicitations. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant une vingtaine de minutes, simplement à assimiler tout ça. 47 millions. C'était de l'argent qui change des générations. De l'argent qui signifiait que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter financièrement. Je ne l'ai pas dit à Madison. Je ne l'ai dit à personne, sauf à Catherine, que j'ai appelée immédiatement. Ça change tout, a-t-elle dit lorsque je lui ai annoncé. En Californie, un héritage est une propriété séparée. Si vous le recevez personnellement, par don ou par testament, il ne fait pas partie des biens communs. Votre femme n'a légalement droit à pas un seul centime. Elle ne sait pas encore. Parfait. Laissez les choses ainsi. Cet héritage peut énormément vous protéger. Si elle dépose une demande de divorce en pensant que vous êtes seulement un ingénieur parmi tant d'autres, avec des biens communs ordinaires, elle n'aura aucune prise pour essayer de toucher l'héritage. On pouvait utiliser cette situation. Alors j'ai continué à travailler, à suivre ma routine, à faire semblant que tout allait bien. Pendant ce temps, l'exécuteur réglait la succession de l'oncle Laurence. Les actifs liquides, actions, obligations et liquidités ont été versés sur mon nouveau compte bancaire séparé à la mi-mai. 11 millions de dollars simplement, là, immobile, pendant que je conduisais mon F-150 entièrement payé, vivais dans notre maison modeste à Glendale et passais mes week-ends à fabriquer des meubles dans le garage. Madison n'en avait aucune idée. Aucune. Puis est arrivé le mois de juin, plus précisément le 14 juin, un mercredi qui avait commencé normalement et s'était terminé avec moi sur une table d'opération. Je me suis réveillé avec une douleur aiguë dans le bas-ventre,
côté droit. Une pointe violente, qui ne faisait qu'empirer au fil des heures. J'ai essayé de travailler, j'avais une réunion avec un client, mais à midi j'avais du mal à tenir debout. Je suis parti du travail plus tôt et ai conduit jusqu'aux urgences du Glendale Memorial, pensant à une intoxication alimentaire ou à une petite déchirure musculaire causée par le transport de bois dans mon atelier. Le médecin m'a examiné, a demandé un scanner et est revenu une demi-heure plus tard avec le diagnostic. Monsieur Patterson, vous avez une appendicite aiguë. Nous devons retirer l'appendice aujourd'hui même. J'appelle déjà l'équipe chirurgicale. La chirurgie d'urgence a été programmée pour 18 heures. On m'a hospitalisé, mis une perfusion, commencé la préparation. J'ai appelé Madison depuis la salle préopératoire vers 17 heures. Salut, je suis au Glendale Memorial. Ils vont m'enlever l'appendice dans 1 heure. Mon Dieu! Ça va? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Appendicite. Ils disent que c'est de la routine, mais il faut l'enlever avant que ça ne rompe. J'arrive dès que je termine une réunion avec un client. Je devrais être là vers 19 heures. Elle n'est jamais venue. Ni pendant l'opération. Ni après. Je me suis réveillé en salle de réveil vers 20 heures. Groggy, avec des douleurs malgré la médication. J'ai vérifié mon téléphone. Rien de Madison. Je lui ai envoyé un message. Je suis sorti de la chirurgie. Tout s'est bien passé. 1 heure plus tard, elle a répondu. Je suis contente que tout aille bien. Je te vois demain. Le lendemain matin, jeudi 15 juin, j'étais dans ma chambre d'hôpital, aux 4 étages. On m'y avait transféré à 23 heures la veille. J'avais mal dormi, réveillé toutes les quelques heures par des infirmières vérifiant mes signes vitaux. La morphine contrôlait le pire, mais j'étais épuisé, confus, endolori. À 10 heures du matin, la porte s'est ouverte. Madison est entrée. Sans fleurs. Sans carte. Sans une ombre d'inquiétude. Elle est entrée accompagnée d'un homme en costume anthracite portant une mallette en cuir qui devait valoir plus que le loyer mensuel de beaucoup de gens. Signe ça, dit-elle directement, sans salutation. Elle a jeté une liasse volumineuse de papier sur mes genoux, par-dessus la couverture de l'hôpital. Le geste était casual, maîtrisé, comme si elle me donnait un formulaire de permission scolaire au lieu de détruire notre mariage. J'étais encore groggy à cause de la morphine. Mon abdomen pulsait là où ils avaient coupé quelques heures plus tôt. La perfusion a tiré sur ma peau quand je me suis redressé pour regarder les documents. C'est quoi ça? Les papiers du divorce, répondit-elle, totalement impassible, efficace, comme si elle récitait un script. Je veux le divorce, Trevor. Et je veux la moitié de tout. Les mots ont mis du temps à prendre sens. La lumière fluorescente était trop forte, le bourdonnement du plafond agaçant, et au loin une machine bipait régulièrement. Je viens de subir une opération, ai-je répondu, idiot, ne sachant que dire. Je sais, dit-elle en croisant les bras. C'est précisément pour ça que je suis ici maintenant. Signe avant qu'il n'arrive autre chose et que ça complique la succession. L'avocat fit un pas en avant avec son sourire d'entraînement. Sa carte indiquait « Howard Bennett & Associates ». Il avait le genre de visage qui facture probablement 5 cents $ de l'heure, minimum. Monsieur Patterson, je suis Howard Bennett. Je représente votre épouse dans cette procédure. En vertu des lois des biens communautaires en Californie, Madame Patterson a droit à 50% des biens acquis durant le mariage. Il fit une pause dramatique. Y compris l'héritage de votre oncle. Mon sang s'est glacé d'un coup. Pas à cause du divorce, je m'y attendais depuis mars, mais à cause de ce qu'il venait de dire sur l'héritage. Comment vous êtes au courant d'eux? Le sourire de Madison était fin et tranchant comme une lame. Ton téléphone, Trevor. J'ai accès à ton iCloud depuis des mois. L'exécuteur t'a laissé un message vocal hier à 9h47. 47 millions de dollars de la succession de ton oncle Lawrence. Elle s'est penchée vers moi, son parfum beaucoup trop fort. Et selon la loi californienne, j'ai droit exactement à la moitié. 23,5 millions. Je l'ai fixé. Vraiment fixé, comme je ne l'avais pas fait depuis des mois, peut-être des années. Le maquillage parfait. Les cheveux impeccables, mèches fraîches, brushing cher. Probablement 400 $ dans ce salon de Beverly Hills où elle avait commencé à aller. La montre de marque qu'elle avait juré être un cadeau de sa mère, il y a 6 mois.
Le haut de luxe que je n'avais jamais vu, avec des étiquettes que j'ai reconnues immédiatement. Signe les papiers, Trevor, répéta-t-elle, cette fois avec une menace dans la voix. Ou je te garantis que ça va devenir bien plus laid que nécessaire. Mon avocat est le meilleur de la ville. Je n'ai pas signé. Ma main est restée sur la couverture. Le stylo est resté intact, à côté de la pile de documents. Parfait, dit-elle, irritée, en arrachant les papiers d'un geste sec. On se voit au tribunal. Et crois-moi, mon avocat est bien meilleur que tout ce que tu peux te payer avec ton salaire d'ingénieur. Howard Bennett m'a adressé un signe de tête condescendant, comme on le ferait à un enfant commettant une erreur stupide. Nous entrerons en contact prochainement, monsieur Patterson. Demandez à votre avocate d'appeler mon bureau. Ils sont partis ensemble. La porte s'est refermée avec un clic qui a résonné dans la chambre silencieuse. Je suis resté allongé dans ce lit d'hôpital, fixant les dalles acoustiques au plafond tandis que la morphine goûtait lentement dans ma veine. L'incision chirurgicale pulsait sous les couches de pansement. Madison n'a pas demandé une seule fois comment s'était passée l'opération. Elle n'a pas demandé si j'avais mal, si j'avais besoin de quelque chose, si j'étais inquiet. La seule chose qui l'intéressait, c'était l'endroit où je devais signer pour qu'elle puisse prendre la moitié de tout ce que je possédais. Ce que Madison ignorait, et que son avocat hors de prix ignorait aussi, c'est que j'attendais ce divorce depuis mars. Je documentais son affaire depuis des mois, je travaillais avec Catherine Miller, je bâtissais un dossier inattaquable et, surtout, j'avais déjà protégé l'héritage de manière à ce qu'il ne puisse jamais y toucher. J'ai appelé Catherine encore à l'hôpital cet après-midi-là, après que l'infirmière a ajusté ma perfusion. Elle t'a convoqué où? Demanda Catherine, incrédule. À l'hôpital. Dans mon lit. Répondis-je. Environ 6 heures après l'opération. Elle a amené son avocat et tout. Il y eut un silence. Puis Catherine éclata de rire. Un vrai rire. Trevor, elle vient de rendre notre dossier 10 fois plus facile. Servir des papiers de divorce pendant que tu récupères d'une chirurgie d'urgence? Ça va être magnifique devant le tribunal. Le juge va détester ce comportement. Et l'héritage est sur le compte séparé, dis-je. Tu n'y as pas touché? Pas un sang. Rien n'a été mélangé. Parfait. Laissons-la croire qu'elle va prendre la moitié des 47 millions. Laissons-la trop se confier, trop s'emballer, et ensuite on détruit totalement son dossier. La procédure de divorce a commencé officiellement en juillet. Bennett a déposé la requête de Madison au tribunal, affirmant qu'elle avait droit à la moitié de la maison, la moitié de mes retraites, la moitié de l'héritage et une pension substantielle. Le montant total qu'elle exigeait. 24,8 millions, plus une pension mensuelle continue. Catherine a déposé notre réponse début août. Nous avons reconnu le mariage, reconnu la loi sur les biens communautaires pour les biens acquis durant le mariage, mais nous avons été absolument clairs, l'héritage était une propriété séparée, protégée par le Code de la famille de Californie, section 770. Et nous avons ajouté une bombe. La restitution totale des 43 600 $ que Madison avait volés et déposés sur le compte secret avec Blake Harrison. Selon Catherine, la réaction de Madison en découvrant que nous savions pour l'affaire et pour l'argent avait été explosive. Elle pensait apparemment que je ne savais rien, que j'étais juste un ingénieur distrait travaillant trop pour remarquer quoi que ce soit. Bennett a essayé d'affirmer que les transferts étaient des décisions conjointes et que j'étais parfaitement au courant du compte séparé. Catherine a répondu d'une précision chirurgicale. Produisez alors tout document prouvant le consentement de M. Patterson pour ouvrir ce compte avec M. Harrison. Montrez la moindre preuve que M. Patterson a autorisé ces transferts spécifiques. Il ne pouvait pas, parce que je ne savais rien, je n'avais rien autorisé, et le compte avait été ouvert volontairement dans mon dos. La phase de découverte a été absolument dévastatrice pour Madison. Nous avons assigné tout. Relevé téléphonique des 2 dernières années. Email professionnel. Email personnel. Tous les relevés bancaires. Nous avons interrogé Madison sous serment pendant 6 heures. Nous avons interrogé Blake Harrison pendant 4 heures. Nous avons construit méthodiquement un dossier montrant un détournement volontaire et systématique de fonds matrimoniaux, ainsi qu'une liaison extra-conjugale de longue durée avec son superviseur marié. La femme de Blake, Sophie, a tout découvert pendant l'enquête. Elle a demandé le divorce une semaine plus tard. Blake a essayé de nier au début, mais les preuves étaient accablantes,
des milliers de messages, des reçus d'hôtel, des photos, des emails discutant de leur futur ensemble. Sophie lui a pris tout ce qu'elle pouvait légalement. Pendant ce temps, Madison s'effondrait. Elle a démissionné de Maverick Solutions, impossible de continuer à travailler là après que sa liaison avec le VP des ventes soit devenue publique. Elle est retournée vivre chez ses parents à Riverside, dans son ancienne chambre d'ado, à 29 ans. Elle a trouvé un emploi dans un grand magasin, essayant désespérément de gagner un peu d'argent pour payer ses frais juridiques qui ne cessaient d'augmenter. Le procès a été fixé au 6 novembre 2025. 8 mois après que Madison m'a apporté les papiers du divorce dans mon lit d'hôpital, je suis entré dans la salle d'audience calme et pleinement préparé. J'ai mis mon meilleur costume. Catherine marchait à mes côtés. Et j'avais une mallette remplie de preuves qui allaient démolir, point par point, tout ce que Madison prétendait. Madison était à la table d'en face avec Howard Bennett, paraissant plus petite que jamais. Les vêtements de luxe avaient disparu. Elle portait une robe simple, probablement de Target. Maquillage minimum. Cheveux attachés en une queue de cheval basique. Clairement en train d'essayer de paraître humble, repentante, vulnérable. La juge Morrison, une femme dans la soixantaine, regard tranchant et zéro patience pour les bêtises, a ouvert la séance. Nous sommes ici aujourd'hui pour la dissolution du mariage entre Trevor Patterson et Madison Patterson. La partie demanderesse peut commencer. Howard Bennett s'est levé et a entamé son discours d'ouverture. Il a fait tout un numéro expliquant que Madison avait été une épouse dévouée, aimante, une véritable partenaire pendant 8 ans. Qu'elle avait soutenu ma carrière, pris soin de la maison, et été le pilier du mariage. Et il a conclu en disant qu'elle avait droit à la moitié de tout, y compris l'héritage, parce que le mariage est un partenariat dans toute chose. Votre honneur, dit Bennett, avec une sympathie entièrement répétée, Madame Patterson n'avait aucune connaissance de l'héritage avant d'avoir déposé sa demande de divorce de bonne foi. Elle a agi en croyant que les biens conjugaux se limitaient à la maison familiale, aux comptes de retraite et aux économies communes. L'héritage, bien que techniquement reçu uniquement par M. Patterson, a été acquis pendant le mariage et devrait être considéré comme un bien communautaire, soumis à une division égale. Catherine se leva lentement. Elle ne parla pas immédiatement. Elle resta simplement debout, immobile, jusqu'à ce que l'attention de la juge Morrison se tourne vers elle. Maître Miller, votre réponse ? Votre honneur, je serai extrêmement bref sur la question de l'héritage. Le ton de Catherine changea, précis, tranchant. Les fonds reçus par M. Patterson sont clairement et explicitement protégés par la section 770 du Code de la famille de Californie. Il s'agit d'un don provenant d'un parent décédé, destiné à un seul conjoint et jamais mêlé aux biens communautaires. Madame Patterson n'a absolument aucun droit légal sur cet argent. C'est une jurisprudence solidement établie. Elle s'interrompit une seconde. Puis reprit, plus froide encore. Mais plus important encore, il faut examiner la conduite réelle de Madame Patterson durant ce mariage. Catherine s'avança vers la juge et lui remit un classeur épais. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires montrant les retraits systématiques sur 14 mois. La documentation du compte secret conjoint avec Blake Harrison. Les relevés téléphoniques contenant littéralement des milliers de messages entre Madison et Blake. Des emails imprimés détaillant explicitement la liaison. Des conversations sur leur projet de quitter leurs conjoints respectifs. Le visage de la juge Morrison s'assombrissait à chaque page. Et lorsqu'elle leva les yeux vers Madison, un dédain à peine contrôlé y brillait. Madame Patterson, dit la juge, avez-vous ouvert un compte d'épargne conjoint avec Blake Harrison sans que votre mari le sache ? La voix de Madison était faible, presque inaudible. Oui, votre honneur. Et avez-vous transféré un total de 43 600 $ du compte matrimonial vers ce compte secret ? Oui, mais je pensais que... Oui ou non, Madame Patterson ? Oui, votre honneur. Catherine se dirigea vers l'écran du tribunal et projeta un email. C'était Madison, écrivant à Blake, en mars. Horodatage parfaitement visible. J'ai pris encore 2000 aujourd'hui du compte joint. Trevor n'a même pas remarqué quand j'ai fait le transfert ce matin. On est déjà à 41 000. On y est presque. La réponse de Blake, le soir même. Parfait. Continue comme ça. Mon avocat dit qu'il me faut au moins 6 mois avant que mon divorce soit finalisé. On doit juste tenir encore un peu. Un autre email apparut. De janvier, écrit par Madison.
Parfois je me sens coupable. Ce n'est pas un mauvais gars, juste, ennuyeux et médiocre financièrement. Réponse de Blake. Tu mérites tellement plus que ça. Nous deux, on mérite mieux. Ne perds pas de vue l'objectif. La salle entière était silencieuse. On n'entendait que les sanglots étouffés de Madison. Je regardais le fond de la pièce. Blake Harrison était assis là, le visage gris, presque malade. Ses mains agrippées au dossier du banc comme s'il allait s'effondrer. Catherine se tourna vers la juge. Votre honneur, Monsieur Patterson demande la restitution intégrale des 43 600 $ volés, plus des dommages punitifs pour fraude et violation du devoir fiduciaire. Il demande également que Madame Patterson reçoive 0% des biens conjugaux en raison de sa mauvaise conduite financière, de sa tromperie systématique et de son infidélité ayant directement sapé le mariage. Votre honneur, s'il vous plaît, tenta Bennett, désespéré. La juge Morrison leva brusquement la main, le réduisant au silence. Madame Patterson, vous saviez que vous retiriez de l'argent sans que votre mari en soit informé, n'est-ce pas? Madison n'arrivait plus à parler. Elle hocha simplement la tête en pleurant. Et vous avez transféré cet argent sur un compte conjoint avec un autre homme? Nouveau hochement muet. Et vous aviez l'intention de quitter votre mari et d'utiliser ces fonds volés pour commencer une nouvelle vie avec votre partenaire de liaison? Je ne savais pas pour l'héritage, la voix de Madison se brisa. Si j'avais su qu'il avait des millions. Totalement hors sujet, Madame Patterson trancha la juge, glaciale. La situation financière de votre mari ne justifie pas un vol. Elle n'excuse pas une tromperie systématique. Et certainement pas le fait de tenter de profiter d'un comportement criminel. Elle se tourna vers Bennett avec un mépris clair. Votre cliente a-t-elle la moindre défense légitime contre ce détournement? Bennett semblait vouloir disparaître. Non, votre honneur. La juge referma le classeur d'un claquement sec qui résonna dans la salle. Voici ma décision. L'héritage de 47 millions de $ est la propriété séparée de Monsieur Patterson, conformément à la section 770 du Code de la famille de Californie. Madame Patterson n'y a aucun droit. 0. La maison conjugale sera vendue et les profits seront partagés équitablement après remboursement de l'hypothèque. Les biens matrimoniaux restants seraient divisés 50-50e, moins les 43 600 $ que Madame Patterson avait détournés, somme qu'elle devait rembourser intégralement à Monsieur Patterson sous 90 jours. Les pleurs de Madison s'intensifièrent, mais la juge Morrison n'avait pas terminé. En outre, j'ordonne que Madame Patterson paie tous les frais juridiques de Monsieur Patterson. Elle consulta un document. Actuellement d'un montant de 22 000 $. Et je transmets ce dossier au bureau du procureur pour un éventuel dépôt de plainte criminelle pour détournement de fonds et fraude. Howard Bennett s'affaissa presque sur sa chaise. Madison semblait sur le point de perdre connaissance. Madame Patterson, poursuivit la juge, vous avez systématiquement volé votre mari, transféré cet argent sur un compte secret avec votre amant, puis engagé une procédure de divorce dans l'objectif spécifique de réclamer la moitié d'un héritage auquel vous n'aviez aucun droit légal. Ce n'est pas seulement une faute conjugale. C'est un comportement potentiellement criminel. Ce tribunal ne récompensera pas une telle conduite. Elle se tourna ensuite vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Monsieur Patterson, je suis désolé que vous ayez dû subir cette trahison. Audience levée. Je suis sorti du tribunal avec Catherine en me sentant physiquement plus léger que je ne l'avais été depuis des années. La maison serait vendue, je m'en fichais désormais. Les comptes de retraite seraient divisés selon la loi, très bien. Mais l'héritage était complètement protégé. Madison avait été forcé de rembourser chaque centime volé. Et sa réputation était détruite. Ce soir-là, Madison tenta de m'appeler. J'étais dans ma nouvelle maison, une magnifique demeure de 4 chambres à Santa Monica vue sur l'océan, achetée comptant avec une partie de l'héritage. Garage pour 3 voitures. Un immense jardin. Et un atelier de menuiserie 2 fois plus grand que mon ancien. Quand l'écran du téléphone s'illumina avec son nom, je laissai sonner. Elle appela 6 fois. À la 7e, je décrochai. Trevor, s'il te plaît, sa voix était brisée, rauque d'avoir trop pleuré. S'il te plaît, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas que l'argent venait d'avant le mariage. On peut arranger ça. On peut tout recommencer. Non? S'il te plaît, Trevor.
J'ai fait une horrible erreur. Blake m'a manipulé. Il disait qu'on avait besoin d'argent pour commencer notre vie ensemble. J'étais confuse, j'avais peur. Tu as volé 43 000 $ en 14 mois. Tu as eu une liaison pendant au moins 7 mois. Et tu es venu à mon lit d'hôpital, un jour après une chirurgie d'urgence, pour me remettre des papiers de divorce. J'avais peur. Je croyais que tu me cachais de l'argent. Je ne cachais rien, Madison. Tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à planifier ta fuite avec Blake et à voler notre argent pour financer ça. Silence au bout du fil. Trevor, je t'en supplie, ne les laisse pas me poursuivre au criminel. Je vais rembourser chaque centime. Je signerai tout ce que tu veux. Juste, s'il te plaît. Tu suppliais aussi dans les hôtels avec Blake? Tu suppliais quand tu dépensais mon argent en vêtements de luxe et en mèches chez le coiffeur? Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je raccrochais. Je bloquais son numéro. Je la bloquais partout. Réseaux sociaux, email, téléphone. Un effacement digital complet. Le reste s'effondra comme un jeu de dominos. La femme de Blake, Sophie, le détruisit au tribunal du divorce. Quelqu'un, je n'ai jamais demandé qui, mais je soupçonne fortement Catherine lui envoya des copies des emails présentés au tribunal entre Blake et Madison. Sophie obtint la garde des enfants, la maison, et une pension astronomique. La société de Blake, Maverick Solutions, le poussa discrètement vers la sortie lorsque les emails commencèrent à circuler dans l'industrie. Avoir une liaison avec une subordonnée et comploter pour détourner l'argent du mari d'une employée était désastreux pour l'image de l'entreprise. Madison retourna vivre chez ses parents, à Riverside. Elle trouva un emploi au Target, essayant de réunir assez d'argent pour me rembourser. Les 43 600 $. Mes 22 000 $ de frais d'avocat. Et ses 31 000 $ de frais d'avocat à elle. Près de 100 000 $ de dettes. Le bureau du procureur ouvrit une enquête, mais décida de ne pas inculper. Preuves insuffisantes d'intention criminelle, dirent-ils officiellement. En privé, l'enquêteur confia à Catherine que c'était plutôt par manque de ressources, ils avaient des dossiers plus urgents. Je n'ai pas poussé à l'inculpation. La vie de Madison était déjà suffisamment ruinée. Blake cessa de répondre à ses appels désespérés environ un mois après le jugement. J'appris, par Owen, qu'il apprit via quelqu'un d'autre que Blake avait dit à Madison qu'il ne pouvait pas être avec quelqu'un d'aussi irresponsable et stupide. L'ironie sembla complètement lui échapper. 6 mois plus tard, j'étais assis chez moi à Santa Monica. Meubles sur mesure fabriqués par mes soins. Brise de l'océan entrant par les fenêtres ouvertes. Paix totale. Quand je reçus un message sur LinkedIn de Blake Harrison. J'espère que tu es content. J'espère que tu as détruit 2 vies pour de l'argent que tu n'as même pas gagné. Madison t'aimait vraiment et tu l'as jeté comme une ordure pour une erreur. J'espère que cet argent te réchauffe la nuit, parce que tu mourras seul. Je suis resté longtemps à regarder le message. Puis j'ai écrit. Je n'ai détruit aucune de vos vies. Vous l'avez fait vous-même entièrement par vos propres choix. J'ai seulement fait en sorte que vous ne profitiez pas de vos choix. Et, pour être clair, je n'ai jamais jeté Madison à la poubelle. C'est elle qui m'a jeté au moment où elle a décidé que 47 millions de $ valaient plus que 8 ans de mariage et de partenariat. Vous vous méritez tous les deux. Malheureusement pour vous, aucun de vous n'a les moyens de financer le style de vie que vous aviez planifié avec tant de soin. J'ai appuyé sur « Envoyer », bloqué Blake immédiatement, et ça a été la fin. Aujourd'hui, je fréquente quelqu'un de nouveau. Emily, une professeure de maternelle que j'ai rencontrée au marché bio du dimanche à Santa Monica. Elle n'a aucune idée de l'héritage. Elle pense que je gagne très bien ma vie avec mon entreprise de meubles sur mesure, ce qui, pour être honnête, n'est pas complètement faux. On y va doucement, on construit quelque chose de vrai, basé sur une honnêteté totale, et non sur des suppositions et des mensonges. Owen vient toujours à nos soirées poker hebdomadaires, avec quelques autres amis de l'université. On joue dans mon atelier, entouré de sueur et de l'odeur du vernis, pendant que je raconte mes derniers projets de menuiserie. Tu veux savoir le plus fou? M'a dit Owen la semaine dernière en mélangeant les cartes. Madison aurait pu avoir tout ça. La maison, l'atelier, la sécurité financière. Mais elle a préféré tout miser sur Blake, et elle a absolument tout perdu.
Il avait complètement raison. Elle avait vraiment une vie bonne. Rien de flashy ou extravagant, mais confortable, stable, sûr. Et elle a choisi de tout jeter pour une fantaisie qui ne s'est jamais réalisée. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, on dirait que Madison a vraiment misé tout son avenir sur le pire plan d'affaires imaginable, échanger un mari décent contre un patron marié, émotionnellement instable et financièrement ruiné. Bravo, hein? Si l'autosabotage était une discipline olympique, elle rentrerait avec l'or. Et Blake? Eh bien, il s'est révélé aussi fiable qu'un mot de passe écrit sur une serviette en papier. Deux génies. Deux visionnaires. Dommage que leur vision n'allait pas plus loin que le prochain hôtel bon marché.